Bonjour Madame Kadiri, Mouna Kadiri, vous êtes directrice du Club Afrique Développement Groupe Attijari Wafa Bank, c'est bien ça? Bonjour. Alors, Oui. première question Madame, comment est venue l'idée des missions sectorielles que vous organisez? L'idée des missions multisectorielles, il faut remonter un petit peu à il y a une quinzaine d'années, où après le succès successif des 4 éditions du Forum international Afrique Développement, qui était un peu l'événement phare qu'on a commencé à organiser, on s'est rendu compte que les entreprises, au-delà des 2 jours qui réunissaient plus de 2000 entreprises d'une quarantaine de pays du continent, les entreprises avaient de l'appétit et continuaient de demander par multiples canaux à être accompagnées, à avoir de l'information sur tel secteur dans tel pays, à rencontrer le bon partenaire, le bon fournisseur ou le bon interlocuteur dans un secteur public. Et demander même à des banquiers de venir voyager avec eux pour découvrir par exemple la Côte d'Ivoire parce qu'ils entendent parler des opportunités mais ils ne savent pas par où commencer ou comment faire. Et c'est ainsi que, fort de cet appétit multiforme, et les banquiers ont leur travail au quotidien de banquier, que nous avons décidé de créer, d'instituer vraiment une direction du Club Afrique Développement et d'organiser, entre autres services qu'on offre, des missions multisectorielles structurées qui ont donc pour objectif de faire connecter les entreprises africaines entre elles et de placer au centre un pays à l'honneur et de lui mettre tout autour toutes les communautés d'affaires des autres pays, donc des entreprises avec lesquelles le groupe travaille. Et on a fait la première expérience en 2016 qui a eu énormément de succès parce que son format il est un peu il est à taille humaine, c'est-à-dire c'est 300-400 participants. On fait une conférence très pragmatique d'accès à de l'information de première main sur un sujet majeur ou une stratégie économique d'un pays ou une législation ou comment bénéficier des incentives que l'État a mis en place, par exemple en Mauritanie, sur l'agriculture. Donc vraiment, l'entreprise et l'investisseur, qu'il soit étranger ou local, a durant cette conférence l'accès directement aux personnes clés et aux informations clés pour libérer leurs idées d'investissement. Deuxième partie de la mission, du format de la mission, ce sont les rencontres d'affaires qui sont elles aussi organisées à l'avance. Donc on recueille les manifestations d'intérêt, les besoins des différentes entreprises et on fait un matching avec les forces commerciales des 15 banques pour dire très bien, vous êtes intéressé par trouver un fournisseur dans le secteur de la chaussure à Dakar, on a la personne qu'il vous faut et il s'avère que cette personne travaille déjà avec la CBAO Crédit du Sénégal, donc elle est déjà fiable, fiabilisée, et elle aussi, on sait d'avance qu'elle a un intérêt à rencontrer son partenaire. Donc c'est B2B, c'est du cousu humain, c'est pragmatique, et c'est pour ça qu'ils ont du succès. Ce n'est pas des raouts un peu vagues où on se rencontre, où on fait juste du networking, où on échange des cartes visite. Et il y a aussi le suivi après pour surtout trouver des solutions concrètes sur comment je vais financer. Par exemple, un deal de distribution entre 2 pays. Comment je vais investir, moi, égyptien, comment je vais investir au Sénégal. Donc les 2 banques se connectent entre elles et elles vont activer tous les leviers pour chercher des solutions concrètes pour activer ce co-investissement. C'est ça l'importance en fait des B2B, c'est ce qui se passe au-delà. Et enfin, troisième dimension qui est vraiment, vraiment appréciée, ce sont les visites terrain qui ont pour objectif de contribuer à renouveler, on parlait de narratif tout à l'heure, à renouveler le regard ou les a priori éventuels que chacun peut avoir sur l'autre, parce que cette dynamique, c'est une dynamique aussi multiculturelle. Les missions multisectorielles contribuent à améliorer notre connaissance mutuelle et réciproque. Et sur le terrain, un investisseur a besoin de se sentir en confiance. Quand il va sur le terrain, il va sentir, comme on dit, les choses. Il va pouvoir se projeter. Il va peut-être pouvoir dire « Waouh, j'avais pas l'impression que Dakar était aussi développé ». Il n'y a qu'à traverser de l'aéroport en traversant Diamniadio et la zone économique de Dias pour être époustouflé, on peut le dire. Tout le monde n'en a pas forcément conscience. La visite terrain contribue à donner cette nouvelle image et à se projeter concrètement. Je peux projeter mon siège ici, je peux acheter un terrain, par exemple en Côte d'Ivoire, je peux acheter un terrain à Jacquesville pour développer un projet touristique.
parce qu'il y a un potentiel immense. Absolument. Donc les visites terrain sont aussi importantes. Oui, tout à fait. Pour cette édition, vous avez choisi le thème des hydrocarbures. J'ai envie de dire, l'occasion faisant le larron. Est-ce que c'était prémédité, entre guillemets, parce que le Sénégal vient d'entamer son first oil, ou alors c'était réfléchi ou pensé avant l'exploitation? Merci beaucoup pour votre question parce qu'elle me permet d'expliquer comment est-ce qu'on s'organise. Les missions multisectorielles ne sont pas organisées de Casablanca. Elles sont portées et organisées par les banques du pays concerné. En l'occurrence, il y a un comité d'organisation dans lequel, bien sûr, nous siégeons en tant que coordonnateurs et fédérateurs pour mobiliser les autres banques et les communautés d'affaires. Mais c'est, en l'occurrence, pour cette mission, la CBAO et le Crédit du Sénégal qui sont les porteurs et les organisateurs opérationnels de la mission et qui ont, à travers un comité scientifique, réfléchi aux thèmes qu'ils souhaitaient mettre en avant. Et c'est ainsi dans tous les autres pays. Parce que nous ne pourrons jamais avoir la prétention de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans un pays. Il n'y a que les gens qui vivent dans ce pays qui savent ce qui se passe, s'il y a une stratégie touristique, s'il y a une nouvelle législation. Donc ce thème a été proposé par le Crédit du Sénégal et la CBAO en concertation avec leurs partenaires également. Ok, très bien. Alors, vous avez parlé dans votre adresse de libérer le potentiel africain. Est-ce que pour vous, ça veut dire que les choses ne vont pas assez vite? Ou alors ne vont pas dans le bon sens? Et qu'est-ce que vous entendez réellement par libérer le potentiel africain? C'est très pragmatique. Libérer, c'est très pragmatique. C'est quand une entreprise sénégalaise se met autour d'une table avec une entreprise malienne ou marocaine et qu'elle importe tout de suite après de la tomate 5 fois moins chère que la tomate espagnole, pour ne citer que la tomate espagnole, on libère de l'énergie, on crée de la valeur, on crée du bénéfice, on crée un lien, on crée de l'emploi, on paye des taxes. Tout cela est au bénéfice des communautés. Ça, c'est de l'énergie concrète qui est libérée. Quand un investisseur monte une usine au Sénégal dans le secteur de l'énergie renouvelable parce qu'il a eu accès aux bons partenaires, ce sont des millions qui sont investis, il a trouvé son partenaire, il a trouvé sa banque, il a trouvé ses partenaires publics, il a créé des centaines d'emplois et il a offert des possibilités pour partie de cette jeunesse. C'est ça, libérer le potentiel. Et ça, on s'en est rendu compte tout de suite, dès la première édition du Forum Afrique Développement en 2010. À l'époque, on n'avait pas du tout vu nous-mêmes ce qui allait se passer. À l'époque, on voulait juste présenter les communautés d'affaires avec lesquelles les différentes banques travaillaient. Et la délégation sénégalaise d'ailleurs, qui était venue en force, a fait des rendez-vous d'affaires entre elles à Casablanca. À Casa? Oui, parce qu'on lui a apporté et on a apporté à toutes ces entreprises un cadre où elles se sentent en confiance pour voir si elles peuvent travailler entre elles. Et des deals ensuite ont été conclus. Libérer de l'énergie, c'est ça. C'est créer de la valeur et créer du sens. Est-ce que ça ne va pas assez vite? Il faut aller de manière réaliste. Graduelle et surtout réaliste. Nous ne sommes pas là que pour faire des discours. Le point de départ est tel que l'Afrique, je rappelle que c'est 54 pays quand même. C'est le continent en superficie qui est immense. Ce sont des milliers de cultures différentes, des milliers de langues, des milliers de systèmes de représentation. Donc notre point de départ, dans le meilleur des cas, c'est une méconnaissance commune de chacun de nous. On a tous eu le réflexe du fait de l'histoire, on est tous tournés vers le nord. La zone francophone vers les pays francophones d'Europe. La zone anglophone est peut-être des modèles différents, elle est déjà entre elles. On a le barrière de la langue. Donc on était pour l'instant plutôt dans le nord-sud. Il n'y a qu'à voir le taux d'intégration du commerce africain qui reste le plus faible au monde. Donc le point de départ, c'est installer des corridors où on va juste dialoguer, se connaître, importer 1 tonne de chaussures. Je ne sais pas pourquoi je parle de chaussures. Et puis demain, ça sera 2 tonnes. Demain, ça sera 4 tonnes. Après-demain, ça sera une usine. Donc le point de départ est tel que, en tout cas c'est le bilan de la démarche d'Afrique Développement, aujourd'hui en 15 ans, on a pu faire rencontrer plus de 22 000 entreprises de 40 pays du continent. On a pu faire réaliser, on a approché les 30 000 rendez-vous d'affaires avec la dernière édition
du Forum Afrique Développement. Là, dernièrement. On en a fait 6 000 lors de la dernière, 6 000 structurés. Mais en l'ajoutant au bilan des 23 000 déjà réalisés par les 6 éditions, on approche les 30 000 rendez-vous d'affaires. Et des milliers, je dis bien des milliers, d'investissements et de co-investissements entre des entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler entre elles. Donc pour nous, le potentiel est immense, mais le chemin, il doit, comme dit notre président, on doit aller au rythme du dernier d'entre nous. Donc c'est un chemin inclusif où cette plateforme, chacun y dépose sa confiance. C'est parce que l'entreprise mauritanienne y dépose sa confiance, l'entreprise marocaine, l'entreprise gabonaise, l'entreprise égyptienne. Donc nous sommes les dépositaires de confiance de ces milliers d'entreprises. Mais moi je pensais que vous alliez m'interroger sur quelque chose qui a peut-être que je vais parler un peu au-delà des chiffres et de l'argent et de l'impact business, parce que ce qui se passe, c'est une aventure humaine. Absolument. Et son impact, voilà, exactement. Qu'on puisse se retrouver 39 fois à travers 39 missions multisectorielles. Aujourd'hui, il y a des membres qui font partie de la famille. Aujourd'hui, il y a des Égyptiens qui sont invités chez des Ivoiriens, qui vont faire la prière avec des Sénégalais. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas juste de la poésie. J'aimerais pouvoir citer Senghor, mais j'ai peur de mal le citer. Mais c'est vraiment cet impact-là, ce lien humain qu'on va nourrir et qu'on va un jour transmettre à nos enfants, qui va contribuer à construire ce standard africain commun, ce référentiel africain commun qui nous permettra enfin de prendre notre destin en main ensemble et enfin d'embrasser l'immensité de la richesse de nos sociétés et de nos cultures, et d'en être très fiers. On a même envie de finir l'interview avec cette belle phrase. Seulement, je ne peux pas m'empêcher de revenir un peu en arrière pour parler des hydrocarbures particulièrement. Est-ce que, je prends le cas du Maroc par exemple, est-ce qu'il y a des entreprises marocaines qui ont déjà fait des démarches pour investir éventuellement dans le secteur des hydrocarbures, le gaz ou le pétrole? Au Sénégal? Au Sénégal. Je ne dispose pas de cette information et il me semble que cette actualité, avec la grande leçon de démocratie que le Sénégal a donnée au monde, que cette actualité est relativement récente aussi. Donc je pense que on vient peut-être un petit peu avant la musique, mais ça c'est la volonté de nos collègues et des partenaires du Sénégal, avec l'actualité qui a fait le tour du monde, du premier baril sénégalais. Donc j'ignore si cela est vraiment le cas. Si c'est le cas, on finira par le savoir. Mais je l'ignore. Objectif final pour cette mission sectorielle, pour vous, quel est l'objectif que vous visez? L'objectif, eh bien, c'est que les entreprises, que nos principaux invités, ils trouvent leur compte. Donc, qu'ils repartent avec de la bonne information, parce que le premier levier et le premier enjeu en Afrique, ce n'est pas le financement, c'est la bonne information. Donc, qu'ils repartent avec de la bonne information fiable, qui va nourrir leur stratégie et leur réflexion, qu'ils repartent avec des carnets de commandes à travers les B2B. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et je ne fais pas de distinction ni entre les Sénégalais ni entre les étrangers, ceux qui ne connaissent pas encore ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait au Sénégal et qui est en train de faire de Dakar une capitale mondiale et vibrante, et bien qu'ils le découvrent sur le terrain et qu'ils repartent en parler autour d'eux. Tout à fait. Prochaine terre d'accueil de la mission? Le Gabon. Libreville, une mission multisectorielle à dimension Afrique centrale, où on va fédérer non seulement l'Union gabonaise de banques, mais aussi les différentes banques qui opèrent au Tchad, au Congo et au Cameroun. On ne va pas conclure, Madame la Directrice, sans que je vous demande quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui. Après plus d'une dizaine d'années, service de l'Afrique pour le développement des échanges intra-africains, avec l'arrivée aujourd'hui de la ZLECAf, invité d'honneur d'ailleurs de Fiat, qui vous rejoint sur ce terrain. Mon sentiment, c'est une question difficile parce que
d'abord, j'ai l'impression, comme tous ceux qui ont participé comme vous depuis le début de l'aventure, d'avoir énormément grandi avec Afrique Développement. Un sentiment de devoir déjà préparer la relève. Il faut que tout cela survive et qu'on puisse partager cette conviction avec cette nouvelle génération pour continuer à porter le flambeau, parce que la tâche est ardue et elle est de très long terme. Et il faut que la flamme soit en permanence, comme la flamme des Jeux Olympiques, il faut qu'elle soit en permanence allumée. Donc, sentiment de devoir, de préparer la relève, de partager, de continuer à raconter les success stories. On parlait de narratifs. Il y a eu des success stories, il y en a eu des milliers. Donc notre objectif, c'est de continuer à partager, à donner envie, à faire tache d'huile. Sentiment aussi de fierté, d'avoir un peu le privilège d'être une partie prenante du début d'une très grande histoire. Donc peut-être nos enfants, nos petits-enfants raconteront une autre partie de l'histoire. Et voilà, c'est notre responsabilité, parce que il n'y a pas de raison, on a tous les atouts en main. Il faut juste qu'on ait plus confiance en nous, qu'on apprenne à renouveler nos regards l'un sur l'autre, à partager nos histoires, nos cultures, et à vouloir prendre le risque, parce qu'on parle de risque, prendre le risque de travailler entre nous et de construire encore une fois ce référentiel africain commun. C'est une histoire d'enjeux, de référentiels et de normes. Il faut qu'un jour on puisse consommer nos propres normes et raconter nos propres histoires. C'est très beau. Ouais. Merci infiniment. Nous vous remercions infiniment, Madame Moulin. Merci à vous. Vous êtes directrice